Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour le samedi matin où ensemble on va parler des sorties de jeux de société de la semaine. Les sorties JDS c'est le vendredi, on fait un petit tour de ce qui est sorti justement donc la veille le samedi matin. Et pour ça on va aller sur, comme d'habitude, la base MyLudo pour voir un petit peu ce qui est sorti. On va commencer tout de suite sans plus attendre avec cette petite sélection des jeux qui sont sortis. Alors si je retrouve... voilà, un petit peu perdu. On y va. Et salut Logan Serval, bienvenue, installe-toi tranquillement. Premier jeu que je voulais vous parler, cette sortie chez Zacatrus. Avio, c'est un jeu de pli qui peut apparemment se jouer très bien à 2 joueurs. Donc moi, jeu de pli, j'aime beaucoup. À 2 joueurs, ça a plutôt pas mal. Moins de 12€, avec des illustrations qui ont l'air assez rigolotes, assez fun. Je trouve ça plutôt pas mal dans un univers un petit peu médiéval décalé. Donc c'est un jeu de pli qui se joue de 2 jusqu'à 6 joueurs, voilà, à partir de 8 ans, partie 20-35 minutes. Dans ce jeu, en fait, on va très classiquement jouer un jeu de pli. Donc c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va ouvrir un pli, les autres joueurs vont devoir suivre à la couleur. Celui qui a la plus forte valeur remporte le pli. Il y a une valeur d'atout qui va être définie en chaque début de manche. C'est-à-dire que là, par exemple, si cette carte-là est révélée sur le centre de la table, eh bien ce seront les cartes violettes qui seront les atouts, par exemple. Donc sachant qu'il y a les 4 couleurs. Donc ça va tourner. À la fin de la partie, de la manche, on va compter des points supplémentaires en fonction de petits objectifs qui sont indiqués sur la dernière carte qu'on va avoir en main. On va en distribuer 9, on ne va en jouer que 8, et cette dernière carte va nous permettre donc de scorer des points supplémentaires, donc en sachant que c'est 1 point par pli, plus tout ce qui est sur la dernière carte qu'on aura en main. Alors je vais peut-être pas vous expliquer tout ce qui est indiqué là, mais je sais qu'il y a des histoires de majorité, c'est-à-dire celui qui a remporté peut-être par exemple plus de cartes bleues va remporter 10 points, etc., etc. Donc il va falloir bien gérer sa main de cartes pour essayer de remporter des plis, mais également savoir quelle carte je vais garder à la fin, je vais garder dans ma main et la jouer à la fin pour définir un scoring supplémentaire qui va me permettre en fait tout simplement de gagner des points. Il y a également donc ces cartes là, ce sont les cartes, alors c'est pas réellement les cartes atout, mais en tout cas c'est ce qui va permettre de définir la valeur d'atout. Mais je crois que ça intervient aussi dans le scoring de fin de manche, suivant la carte qu'on joue, si c'est une dernière carte, je sais plus exactement, mais voilà. Donc ça a l'air plutôt pas mal, à voir ce que ça donne à 2. Je sais pas, j'ai pas joué, j'ai très envie d'y jouer. Donc c'est chez Zacatrus, Mega Campaign Game, et c'est Ron Gonzalo Garcia, l'auteur. Dommage qu'il n'y ait pas les illustrateurs indiqués. Donc voilà, Avio, jeu de pli chez Zacatrus. Le jeu suivant, celui-ci vous en avez déjà entendu parler, il est quand même pas mal attendu et annoncé depuis pas mal de temps. Ce fameux Azul qui arrive dans sa version duel. J'en ai fait ma review sur Instagram. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre Azul duel si on a déjà Azul, en sachant que Azul se joue très bien à 2? Oui, sans aucune hésitation, vous pouvez aller sur Azul duel, même si vous avez déjà la boîte de Azul de base. Le premier, c'est vraiment... on est vraiment sur la même mécanique de pose de jetons sur notre plateau qu'on va récupérer au centre de la table en fonction des fabriques et tout. Mais il y a vraiment des petits trucs, il y a des petites nuances en plus qui vont vraiment renouveler le jeu, notamment ne serait-ce que ces plaques-là. Ces plaques-là, ce sont en fait des plaques qu'on va faire une action pour aller récupérer une plaque au centre du plateau. Pour aller construire notre propre plateau perso qu'on voit ici.
Vous voyez, donc vous aviez vos jetons que vous placiez sur le côté, et à la fin de la manche, vous glissiez les jetons des lignes complètes sur le plateau à droite, en fonction des couleurs. Et bien là, c'est la même chose, sauf que ce plateau où vous allez glisser les couleurs, les jetons de couleurs, c'est vous qui allez le construire au fur et à mesure de la partie. Donc déjà ça, je trouve ça très très malin. Ça rajoute une réflexion supplémentaire, c'est vraiment du très bon. Il y a également donc les fabriques qu'on retrouve aussi, mais qui ne sont plus exactement de la même façon que dans Azul le classique, c'est-à-dire que là, on va avoir sur une seule fabrique, on va avoir deux zones. On va avoir la zone soleil et la zone lune, c'est-à-dire que là, il y a un joueur qui a pris les jetons de la même couleur sur cette zone-là. Et au lieu de les mettre tous, le restant, au centre de la table, on va les empiler de la façon de notre choix sur la partie lune, en une seule pile. Et c'est un autre tour de jeu, je pourrais récupérer tous les jetons qui sont sur les lunes, au lieu que ce soit au centre de la table, en fait c'est sur les lunes de toutes les fabriques. Là par exemple, je pourrais très bien récupérer ce jeton jaune avec ces deux jetons jaunes qui sont sur la plus grande fabrique de celui-là, où il y en a déjà deux jaunes. Là, je pourrais récupérer très classiquement un jaune, un rouge, un bleu ou un bleu foncé. Pareil pour ici, mais voilà. Et après, je mets les jetons restants sur les lunes qui vont me permettre de prendre tous les jetons d'une seule et même couleur sur toutes les lunes. Assez classiquement, en fait, sauf que ça change un petit peu du fait que les jetons soient empilés. On ne peut pas tous les récupérer d'un coup. Il y a des petits jetons comme ça, les jetons bonus qu'on va pouvoir récupérer également quand il n'y a plus de piles sur les lunes. Ce sont des petits jetons bonus en fait qui vous rajoutent virtuellement un jeton de couleur de votre choix. Donc chaque fois c'est toujours deux couleurs au choix sur un jeton. Ça va permettre de les stocker sur votre plateau perso et quand vous allez faire glisser vos jetons pour remplir ici, eh bien, vous allez pouvoir dépenser un jeton en disant eh bien virtuellement j'ai un jeton par exemple rouge qui va me permettre de terminer ma ligne. Comme ça celui-ci je vais pouvoir le placer sur mon palais, parce qu'en fait on construit, on décore le plafond du palais de Sintra. Voilà pour le pitch. Qu'est-ce qui est des différents aussi ? Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc il y a le plateau perso qu'on construit au fur et à mesure. Il y a les jetons bonus. Il y a les fabriques qui ont un système un petit peu différent. Il y a donc du coup sur ces fabriques des... je sais pas si on va le voir, si je peux vous montrer vite fait comme ça. Sur certaines fabriques, vous voyez, hop, je vais me mettre en vue. Hop, comme ça. Sur certaines fabriques, voilà, ça ce sont des fabriques qu'on va récupérer sur le marché. Hop là. Et vous voyez que donc là il y a un rouge, un bleu et un jaune, donc il faudra forcément automatiquement placer un jeton sur cette couleur sur ces fabriques là, mais il y a celui-ci, il n'a pas de couleur, et en fait c'est un jeton d'une couleur particulière qui doit être donc dans ce sachet. On les enlève du sachet parce qu'on va pas les piocher à hasard. Ah non, ils sont là. Donc ce sont ces jetons-là, hein, en acrylique, comme le reste des jetons. Et une fois qu'on aura positionné donc les trois sur cette fabrique-là, la fabrique sera complète. On va venir positionner une fabrique, un jeton de tuile ici, pour compléter cette tuile-là, et marquer de nouveau des points supplémentaires. On a également les tuiles comme ça, qui sont ici, par exemple, c'est un joker, on met la couleur que l'on veut. Et après, voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça apporte vraiment une réflexion supplémentaire. C'est, si vous aimez Azul, vous n'allez pas être dépaysé. Les règles du jeu, c'est pratiquement les mêmes, avec quelques petites nuances de différentes. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui apporte une réflexion supplémentaire, des choix supplémentaires. Et ça fait vraiment absolument pas du tout doublon avec le Azul classique. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Le prochain jeu, c'est Balconia chez Origame qui sort. Un jeu toujours à 2 joueurs, hein, on est encore sur un jeu à 2 joueurs, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Un jeu un petit peu, on va dire, abstrait, même si
la thématique est assez rigolote puisque nous allons construire notre immeuble en agençant en fait des appartements et surtout des terrasses, des balcons en fait, d'où son titre. Et chaque balcon va avoir en fait un objectif ou un scoring particulier. Comment ça va se dérouler? Tout simplement, on va tirer au hasard un jeton. Ce jeton, il a une valeur. On va prendre le balcon qui a cette même valeur. Voilà. Donc là, chaque balcon a une valeur. On va tirer un jeton. Si par exemple, je prends le jeton 9, eh bien, je vais prendre le balcon numéro 9 et je vais le proposer, en fait, à mon voisin d'une façon qu'il va avoir le choix soit de le mettre d'un côté ou de l'autre. Et donc moi je devrais avoir je ne pourrais pas avoir de choix sur la face en fait. Hein. Donc il y a un espèce de petit plateau, on le voit pas, c'est dommage. Un petit plateau comme ça, donc vous voyez si je suis le joueur rouge ou le joueur vert, je choisis donc le jeton, je récupère l'espèce de petit cube, je le positionne ici, c'est-à-dire que là je propose au joueur rouge de choisir cette face là ou l'autre face de l'autre côté, ce qui obligatoirement va me donner cette phase là ou cette phase là, donc qui va être positionné dans cette espèce de petit plateau vertical qui va séparer les deux joueurs, et donc il va positionner son balcon qu'il a choisi, la phase qu'il a choisi face à lui, et donc moi je vais me retrouver avec l'autre côté. À son tour de jeu, eh bien, il va faire pareil, il va prendre un jeton, il va prendre le balcon concerné, il va me proposer un choix, moi je vais choisir la face que je veux, et je vais l'insérer en sachant que bien, forcément les 4 faces du balcon seront totalement différentes, à moi d'essayer d'agencer au mieux pour que, par exemple, cette tuile-là me dit, bon alors je vois pas ici, mais il me dit, par exemple, cette tuile-là ne doit pas avoir de fleurs, par exemple, sur la même ligne. Ou s'il y a un chat sur la tuile directement adjacente, ça me rapporte tant de points. Il y a donc plusieurs petites icônes, donc il y a les chats, il y a les oiseaux, il y a les fleurs, il y a les notes de musique, on voit qu'il y a des vêtements également. Donc chaque balcon va avoir un scoring particulier en fonction de son environnement, c'est-à-dire soit dans la même ligne, soit dans la même colonne, ou directement adjacent, ou sur ce qui l'entoure. Et donc il y a vraiment un petit défi de savoir qu'est-ce que je vais prendre pour que ça marque dans mon plateau de jeu, mais qu'est-ce que je ne vais pas lui laisser à mon adversaire en sachant que eh bien on ne le voit pas forcément ce qu'il a pris, donc pour moi c'est impossible de se souvenir ce que je propose à mon adversaire tout au long de la partie, incapable de savoir ce qui va scorer, donc bon, ça c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus à retenir du jeu, puisque évidemment on va pas du tout savoir ce que mon adversaire est en train de faire de son côté. On va plus, je pense, se concentrer vraiment sur sa propre façade de jeu. Donc voilà, une fois que je sais plus comment la fin de partie est déclenchée, mais en tout cas, on va donc balcon par balcon, tout simplement compter chaque tuile, qu'est-ce qu'elle va me rapporter. Là, par exemple, cette tuile-là me rapporte 1 point par note de musique par un balcon adjacent. Bon, mais là, malheureusement, sur les tuiles qui sont adjacentes, donc là, c'est vide. Là, il n'y a pas de note de musique, ce balcon-là me rapporte 0 point. Donc là, ce balcon-là, on voit qu'il n'y a pas de scoring, donc il me rapporte 0 points. Par contre, il a 3 chats et 2 notes de musique. Peut-être que sur une tuile différente, ça va peut-être certainement me rapporter plus de points. Mais voilà, là, sur cette tuile-là, 1 point par note de musique. Bon, alors, est-ce qu'on voit des notes de musique? Là, on voit apparemment, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de notes de musique. Bon, mais c'est très mal joué, ce plateau. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 1 point par chat, tout ce qui est aux alentours. Donc là, on voit qu'il y a un chat, voilà. Là, c'est pareil, enfin bref, etc. Vous avez compris le principe de je place mon balcon au meilleur endroit possible et en essayant de mettre les bonnes icônes au bon endroit pour que cette tuile-là marque et que les autres marquent également. Voilà pour Balconia. Moi, ça me donne quand même un petit peu envie de jouer à ce jeu-là. Je l'ai mis dans la wishlist parce que ça a l'air d'être plutôt marrant, cette espèce de... C'est pas réellement un puissance 4, c'est pas un Fairy Tail In, ou c'est pas un Cozy Casa, mais c'est vraiment
du face-à-face avec vraiment quelque chose qu'on on ne sait absolument pas ce que son adversaire est en train de construire derrière. J'ai envie de jouer. Voilà, j'ai vraiment envie de jouer à ce Balconia. Donc chez Origame et Red Cat Game, c'est un jeu de Paul Schulz, illustré par Natalia Efremova, et c'est distribué donc par Neolydis en français aux alentours de 25 €. J'ai plutôt envie de jouer à Balconia. Le jeu suivant. Alors je vous parle rapidement de Délit d'initié. Celui-ci, c'est pas du tout la cam de jeu que j'aime, mais j'ai quand même envie de jouer à celui-ci parce que j'ai vu une présentation et il a l'air quand même plutôt fun à jouer, puisque on est des boursiers. Je sais pas si on dit ça comme ça. C'est ça, Anto? Des boursiers? Ouais. Bon, bref, on va jouer avec la bourse, tout simplement. Alors c'est pas très sexy comme thème, je vous l'accorde, mais le truc c'est que chaque joueur va avoir des informations sur telle part de marché, ou tel marché, est-ce qu'il va fluctuer en positif ou en négatif. Donc sur une manche, on va avoir chacun des informations, et il va y avoir des informations connues de tout le monde. Le but, c'est tout simplement de faire du fric, comme dans la bourse, comme dans la vraie vie. Le but, c'est de gagner le plus de thunes possible, en essayant de faire des petites enchères. C'est-à-dire que, tiens, cette entreprise-là, l'entreprise bleue par exemple, elle vaut tant, et bien je mise tant pour en acheter tant de parts. Voilà. Et tous les joueurs vont faire pareil. Donc si un autre joueur veut également acheter des parts de marché de l'entreprise bleue, eh bien il va surenchérir en fait c'est dommage, il n'y a pas de photo, mais il va surenchérir sur le plateau en disant toi tu as misé 1, moi je vais miser 2, etc., etc. Donc tous les joueurs vont pouvoir à chaque fois surenchérir. Si jamais il n'y a personne qui veut surenchérir, en fait on place 3 meeples sur 3 différents plateaux pour pouvoir justement enchérir. Il faut évidemment avoir les moyens. Si tu enchéris à 3, il faut que tu aies 3 pour payer. Alors je dis 3, mais c'est 3000 ou 3 millions, bref, je sais pas. Et donc voilà, on va justement devoir enchérir. Celui qui, à la fin de la manche, quand tous les jetons sont placés, celui qui a la plus grosse enchère va devoir donc forcément payer et va remporter le nombre de parts de marché qui ont été mises en vente. Seulement après, on va révéler nos cartes à information, c'est-à-dire que moi je savais que cette entreprise bleue, elle allait fluctuer en négatif de 2 millions par exemple. Dommage, parce que donc, celui qui a acheté 5 parts de marché par exemple, il va perdre du fric. Enfin, il y a tout ce système comme ça d'informations secrètes de chaque joueur, d'informations connues de tout le monde, et un petit peu d'enchères. Et la présentation que j'ai vue, ça m'avait plutôt donné envie. J'ai plutôt quand même envie d'essayer ce jeu-là, même si à la base c'est pas trop mon style, j'aime pas spécialement les jeux d'enchères, mais ça avait l'air d'être plutôt fun. Donc ça sort en français chez Matago, c'est un jeu de Brett Sobol et Seth Van Orden, illustré par Yann O'Toole et Jackie Davis. Ils font très premier de la classe, ces deux auteurs-là. Pour un jeu sur la bourse, ça leur va plutôt pas mal. Voilà, je vais le mettre dans ma wishlist des lignes initiées. Et donc ça sort chez Matago, de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans, des parties d'environ 45 minutes. Jungo, ça y est, il arrive. C'est dans la même gamme que Trio chez Cocktail Game. Ça n'a absolument rien à voir, mais disons que ce sont le même format de boîte et les mêmes illustrations. Les illustrations de Laura Michaud. Donc c'est un jeu de Toshiki Arao chez Cocktail Game, distribué en français par Asmodée. Jungo, c'est ce petit jeu des fosses, où tout simplement, à notre tour de jeu, très classiquement, on va devoir jouer une carte. Le joueur suivant va devoir jouer une carte de valeur supérieure, ou un ensemble de cartes identiques de même valeur supérieure, c'est-à-dire que si je joue un 3, eh bien le joueur suivant va devoir jouer un 4 ou plus, ou va devoir jouer 2 cartes 1, par exemple, c'est toujours plus fort que une carte 4, et etc., etc., un petit peu à la façon d'un Odem. Jusque-là, voilà.
Seulement que dans Jungo, nous n'avons pas le droit de changer l'ordre des cartes quand on les reçoit. Notre main de cartes va rester comme on l'a reçu à la distribution des cartes. C'est seulement quand on va jouer des cartes qu'on va pouvoir récupérer les cartes qui ont du espèce de pli précédent. Et je vais pouvoir là, à ce moment-là, prendre les cartes et les ajuster. C'est-à-dire les mettre à l'endroit où je souhaite dans ma main de cartes. Donc c'est vraiment un mélange de scout, de Odin, où on n'a pas le droit de mélanger ou de réarranger ton main de cartes. C'est un jeu de défausse, ça ne réinvente pas grand chose, mais ça marche plutôt pas mal en fait. Moi j'y avais joué, ça remonte, c'était l'été dernier au Flip. On avait plutôt passé un bon moment, c'est très rigolo, on n'est pas trop dépaysé, les règles, on connaît les mécaniques, c'est juste qu'on va prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, on va l'assembler dans un seul jeu, ça marche plutôt pas mal, on n'est pas dépaysé, on est un petit peu dans notre zone de confort, c'est un petit jeu de cartes comme ça où si on est un peu joueur, on peut jouer vraiment très très rapidement et très tranquillement. Donc voilà, de 3 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, des parties d'environ 15 minutes, ça peut être beaucoup plus rapide, puisque dès qu'un joueur a vidé sa main, la partie est finie. Il n'y a pas de système de comptage de points ou quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que dans le genre de jeu où on compte les points dans les jeux de défausse, moi je ne le fais jamais. Je ne compte jamais les points dans un jeu de défausse. La partie pour moi est finie dès que un joueur n'a plus de cartes en main. Voilà, j'ai pas envie de compter les cartes, alors j'ai combien de cartes, etc. Ça, je ne le fais jamais. Donc là dans Jungo c'est clair, c'est comme ça, dès qu'un joueur a terminé, a vidé sa main de cartes, la partie est terminée. Donc forcément tu vas les enchaîner. Forcément, tu vas pas faire qu'une partie. Donc ce petit Jungo, voilà, c'est la petite sortie jeu de cartes chez Cocktail Game qui arrive donc ce vendredi 21 février aux alentours de 13 €. Il est déjà dans la wishlist et je lui ai déjà donné une note de 7 dans un précédent débrief ludique, justement, et bien de retour de Flip de l'été dernier. Voilà chez Cocktail Game, un petit jeu qu'on aime sans aucune prétention, mais qui marche bien puisque on n'est pas trop dépaysé. Alors, je regarde un petit peu, parce que je me rends compte encore une fois que je ne suis pas du tout venu sur le chat. Bienvenue à tous, salut Franck, salut plateau de jeu. Coucou Freddy Liane, bienvenue, installe-toi correctement, merci pour ton message et de parler pour la première fois. Coucou Icoc, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Je regarde un petit peu. Oui, des jeux des livres, tu dis impossible à se souvenir. Effectivement, dans Balconia, c'est impossible. Alors, c'est pas mal de hasard, mais c'est rigolo. Tu bluffes. Les cartes étaient nulles. Je sais plus, mais bon, c'est pas grave. N'hésite pas à remarquer ou me le dire, Antoine. Parce que... Ah, pour les bourses, bah oui, pour les boursiers, quand tu sais pas ce qu'il y a, les autres joueurs ce qu'ils ont, tu peux pas deviner. Donc tu fais un petit peu de bluff, effectivement, de savoir, tiens, lui, il joue ça, pourquoi il joue ça, est-ce qu'il bluffe, est-ce qu'il réellement c'est intéressant, etc. etc. Bah, c'est tous les jeux un petit peu de, pas à rôle caché, mais à information secrète. On va passer au prochain jeu. J'ai pas préparé, j'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Eh bien, la cour de Versailles arrive, enfin, après avoir quand même été pas mal décalée. La cour de Versailles chez Chèvre Édition arrive. Celui-ci me donne également très très envie, puisque les mécaniques sont très simples et sont connues. C'est du draft et c'est du tableau building. Et il y a encore un petit peu plus, c'est-à-dire que presque on pourrait dire, allez, c'est du Seven Wonders, c'est du Château Combo, et c'est du Fantasy Realms. Eh bien, vous assemblez ces trois jeux, vous le mettez un petit peu à la sauce cour de Versailles, donc la cour de Versailles, hein, voilà, château de Versailles, etc. Eh bien, ça vous donne donc ce jeu-là, la cour de Versailles. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et donc, on va tout simplement recevoir une main de cartes. Sur cette main de cartes, eh bien, on va en choisir une seule qu'on va positionner sur notre plateau, enfin sur notre espace personnel. Donc déjà, vous avez vu Seven Wonders, le draft. Je mets cette carte dans mon espace perso, dans ma grille de jeu. Donc
château combo. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien 9 fois, on aura 9 cartes devant nous, ou pas, peut-être qu'il y a des cartes qui nous font faire des actions différentes, bref. À la fin, une fois qu'on a plus de cartes à drafter, eh bien on va faire un petit peu comme dans Fantasy Realms, c'est-à-dire qu'on va regarder chaque carte, voir bien comment elle score. Et bien cette carte, elle va, un petit peu comme dans du coup Balconia qu'on vient de parler, cette carte-là, eh bien si elle est avec telle carte à côté ou dans la même ligne ou dans la même colonne, je crois, je suis pas certain, mais en tout cas voilà, vous avez compris le principe, c'est que chaque carte va avoir un scoring particulier en fonction de ce qui l'entoure et de votre propre cour de Versailles, tout simplement. Alors il y a des petits trucs intermédiaires à chaque 2-3 tours, je crois, où il y a les personnages donc qui sont des personnages réels de l'époque qui ont des espèces de petits seaux de cire de couleurs différentes, et il y a certaines manches où on va avoir des petits points bonus ou des petites actions supplémentaires en fonction de qui est majoritaire sur telle ou telle couleur de seau en cire. Mais j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu-là. C'est-à-dire que déjà, ne serait-ce que tout le travail de recherche sur les personnages réels, de façon à ce qu'il y ait vraiment en fait une cohérence entre chaque personnage sur la réalité, ça doit être quand même pas mal. Et s'amuser avec ce genre de petits fun facts ou de faits réels, je trouve que c'est quand même bien trouvé, et je pense qu'il y a moyen d'apprendre des choses tout en jouant, voilà. Donc là, est-ce qu'on peut trouver peut-être quelque chose, si par exemple dans ma main j'ai Jacques Bénigne Bosuet, qui est donc un évêque qui me rapporte une action immédiate, il me rapportera un point avec un seau vert et un seau bleu. Donc regardez la main d'un autre joueur, choisissez une carte et échangez-la avec une carte de votre cercle. Donc votre cercle, en fait, c'est votre cour, c'est ce que vous êtes en train de construire. Et donc il y a toujours en fait en bas illustration, il y a Centrigo, en fait la véritable peinture, œuvre qui illustre en fait le personnage. Donc là, par exemple, celle-ci, la dauphine, Marie-Anne de Bavière, plus 1 si cette carte n'est pas au centre de votre cercle. Et ça peut faire jusqu'à 5 points. Et donc là, on voit l'illustration, c'est François de Troyes. Donc, vraiment, c'est vraiment du Seven Wonders, du Château Combo et du Fantasy Realms. À la sauce un petit peu Château de Versailles, cour de Versailles, son nom est très très bien, porte très bien son nom. Et j'ai très envie d'y jouer. Voilà. Avec toutes ces illustrations, tout ce travail de recherche sur le jeu, franchement, ça donne quand même très envie. Il est déjà dans la wishlist. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans, des parties d'environ 15 minutes, c'est ultra rapide. Il y a une petite extension qui est sous forme de booster, qui va permettre donc de rajouter tout simplement des personnages. Je crois qu'il me semble que ça ajoute un joueur. Ah non, ça se joue de 2 à 5. Je croyais que ça ajoutait un joueur. Bon bref, ça ajoute en tout cas des cartes supplémentaires pour aller un petit peu plus loin. Donc c'est chez Chèvre Édition, c'est Léo Blandin. Et évidemment, les illustrations, eh bien ce sont les illustrations tout simplement de Yacine Trigo et de tous les artistes peintres de l'époque. Comme on voit bien le célèbre portrait du Roi Soleil, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle ce portrait. Comment ? Oui, mais il a un nom, c'est donc oui, c'est le portrait de Louis XIV par Yacine Trigo, mais il a un nom. Je crois que c'est bon bref. Chaque portrait, de toute façon, toutes les œuvres ont un nom. Je ne me souviens plus comment celle-ci s'appelle. Très probablement que vous allez le retrouver dans le petit livret qui est dans le jeu, en fait, avec la règle où vous allez avoir tout, j'imagine, toutes les infos. Mais là, ils ne l'ont pas mis en photo. Voilà pour la cour de Versailles. Hop, on revient ici, celui-ci. Alors, Messos. Je vous avoue que Messos, j'étais plutôt intrigué. Ça sort chez Gigamic, de base Cranio Création. C'est un jeu de Simone Luciani
et Yaniv Kahana, illustré par Kerry Aitken. J'étais plutôt intrigué. J'ai trouvé ça, la boîte de jeu, plutôt jolie. Il n'y a aucune photo, donc on va pas pouvoir voir, mais les illustrations, d'une manière générale, que ce soit la boîte et les cartes, sont plutôt, moi en tout cas, me plaisent. Et c'est plutôt avenant comme jeu, même si à certains moments c'est peut-être un petit peu criard, mais voilà. Et après avoir vu quelques vidéos ou règles de jeu, tout ça, je suis pas sûr que... Alors je l'ai dans la wishlist, j'ai quand même envie d'y jouer. C'est tout simplement un espèce de mélange de... comment dire, de Tokaido, de la façon où les joueurs vont se positionner pour récupérer des cartes. En fait, on est donc dans l'ère mésolithique. Voilà, on est dans l'ère mésolithique. On va guider notre propre tribu à tout simplement bien s'installer et se développer. Voilà. Et survivre, surtout. Donc à chaque tour de jeu, je vais positionner un de mes jetons totem sur une espèce de frise et ça va me permettre de récupérer des cartes. Il y a 2 marchés de cartes, un en haut et un en bas de cette fameuse frise où je vais me positionner. Et suivant l'endroit où je vais me positionner, je vais récupérer plus ou moins de cartes, mais je vais récupérer ces cartes-là à un certain moment du tour de jeu, puisque le joueur qui va être le plus à gauche de cette frise-là va jouer en premier. Par contre, il va récupérer que une carte. Le joueur qui est complètement à droite va jouer en dernier, mais il va pouvoir récupérer jusqu'à 3 cartes. Le problème est que si tu joues en premier, ben, tu vas avoir le choix, tu vas pouvoir prendre une seule carte, mais celle de ton choix, celle qui va t'arranger vraiment le mieux. Si tu joues en dernier, tu vas pouvoir prendre 3 cartes, donc pas mal de cartes, bien, mais tu n'auras pas le choix. Donc probablement tu vas récupérer un truc, tu t'en fiches. Et c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est-à-dire que je sais pas si moi ça c'est le genre de jeu qui va pas m'agacer. C'est-à-dire que les jeux où t'es un petit peu trop contraint de te voir passer la carte sous le nez alors que tu voulais celle-là, sans aucun moyen de truc. C'est-à-dire que si à la fin, à ton tour, il y a 3 cartes dans les frises, ben, tu dois prendre ces 3 cartes. T'as pas le choix, tu seras obligé de faire avec ça. Alors, il restera pas 3 cartes parce que je crois qu'il y a quand même, c'est prévu qu'il y en ait un petit peu plus. Mais si les cartes ne t'intéressent pas, eh bien ça va te servir à rien. Ça, c'est vraiment mon avis, juste en regardant comme ça. J'ai quand même très envie d'y jouer, de voir vraiment pour me rendre compte si ça me frustre ou si au contraire, ça me stimule pour essayer justement, au fur et à mesure de la partie, eh bien d'essayer de m'en sortir. Ok, à ce tour-là, j'ai récupéré ces cartes-là, elles ne m'intéressent pas, mais peut-être que je vais construire ma stratégie autour justement de ces cartes qui ne m'intéressaient peut-être pas forcément, mais je vais faire en sorte qu'elle me rapporte des points, en changeant peut-être ma stratégie. Je ne sais pas. C'est vraiment... ça m'intrigue, voilà. J'ai quand même envie d'y jouer. En sachant que donc Simone Luciani, c'est quand même pas un auteur qui débarque dans le monde du jeu. C'est plutôt un jeu assez familial, de 5 joueurs à partir de 10 ans. Ouais, à partir de 10 ans, je sais pas pourquoi vraiment à partir de 10 ans, je pense que... Bref, 30 à 60 minutes, c'est assez rapide. Je pense pas que dans une partie, à la limite si on joue à 5, ça peut faire 60 minutes. L'avantage, on peut jouer à 2. Voilà. J'ai vraiment pas envie de rester sur une première impression juste d'avoir vu quelques infos passer sur internet comme ça. J'ai vraiment envie de jouer à ce jeu-là, voir si cette mécanique soit je pense que soit ça passe ou ça casse. Hein. C'est-à-dire que soit ça va me plaire, je dis ok, je comprends le truc de je récupère ce que je peux ou je récupère ce que je veux mais pas beaucoup ou je récupère ce que je peux et beaucoup, tu vois. Et ça me plaît parce que je vais pouvoir m'arranger pour faire en sorte de développer une stratégie autour de ça. Ou soit, ça va me frustrer, je vais être trop contraint et de prendre des cartes qui ne m'intéressent pas, de ne pas arriver à faire des espèces de synergies entre les cartes. Et je vais trouver ça naze, je sais pas. Donc, la question est là.
Je sais pas si j'aimerais bien y jouer, mais je ne sais pas si je vais y jouer. On verra. Donc c'est chez Gigamic et ça y est, c'est sorti. Il n'y a pas le prix. Voyons un petit peu vite fait le prix de Messos. 25 euros. Entre 25,50 €, entre 20 et 25 euros. Voilà. Donc ça c'est Messos. Vous n'hésitez pas dans les commentaires, je me remets un petit peu dans les commentaires, voir. N'hésitez pas à marquer si jamais vous avez déjà joué à des jeux que je vous propose, ou si ça vous donne envie, ou si au contraire ça vous donne pas du tout envie de jouer. Voilà pour Messos. Hop, je vais me remettre là, là et ici. Qu'est-ce qu'on parle? Vous voulez qu'on parle d'une Monopoly? Non, on va pas parler de Monopoly. Celui-ci, alors, c'est pas un jeu, c'est un jeu à partir de 6 ans. 2 à 4 joueurs, 15-30 minutes de partie. Je parle généralement pas de jeu pour enfants, mais celui-ci, je le trouve tellement mignon. La boîte, j'ai presque envie de jouer à ce jeu-là, en fait. Je serais tout à fait capable de jouer à un jeu illustré comme ça. Je trouve ça super mignon. C'est apparemment une nouvelle maison d'édition, Kiwizu, qui va proposer toute une gamme de jeux pour enfants à partir, en tout cas pour celui-ci, à partir de 6 ans. Et c'est un jeu de Théo Rivière et Elodie Clément, illustré par Karine Hinder. Donc, Théo Rivière, bien c'est pareil, hein, c'est pas n'importe qui, il n'arrive pas dans le monde du jeu hier. Donc, voilà, c'est un jeu où on va rassembler des ingrédients pour faire des potions à partir de 6 ans. On n'en sait pas beaucoup plus, je vous avoue que je me suis pas beaucoup renseigné non plus, mais en tout cas, moi je vois ça, j'ai envie d'avoir la boîte et j'ai envie de l'ouvrir et j'ai envie de jouer, même si c'est du 6+. Voilà, pour Potion Explosion. Alors, chez Kiwizu, apparemment, il va y avoir pas mal d'autres boîtes. Donc là, c'est pas indiqué. Mais voilà, par exemple, Forest First, c'est un jeu de Marie et Wilfried Faure. Pareil, ce sont des auteurs qui sont quand même connus. Et illustrés par Kate Dopney. Mais il y en a d'autres jeux qui vont sortir dans cette même gamme. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, Tapas. Alors, je vous montre pas comme d'habitude. Hein, je fais vraiment une sélection des jeux. Hein, je vous montre pas tous les jeux. Tapas, qui également arrive. Hein, ça sort chez Funforge. Tapas, il est là. C'est la suite, on va dire, en tout cas, un jeu dans la même gamme que Donuts chez Funforge. C'est un jeu abstrait thématisé, comme je les appelle, où chaque joueur va recevoir des tapas à sa couleur, soit les croquetas, soit les... J'ai oublié le nom, peut-être que je vais le retrouver directement ici. Les jalapenos, voilà. Donc soit on reçoit les croquetas, soit les jalapenos, et à mon tour de jeu, c'est très simple, je prends un de mes jetons et je le fais glisser dans le jeu. C'est tout simplement de le mettre de l'extérieur du jeu et en glissant toute la ligne ou la colonne avec tous les jetons qui sont situés dessus. Évidemment, si je suis le joueur de jalapenos, je vais devoir pousser une croquetas. Et si je suis le joueur qui joue les croquetas, je vais devoir pousser un jalapenos. Donc, au fur et à mesure, le plateau va être modifié. Si je joue par exemple celui-là, là, une croquetas avec 3 croquetas sur cette assiette, donc je vais le pousser. Ici, je vais le pousser de 3, donc je vais avancer de 1, 2 et 3. Donc mon jeton 3, il va se retrouver ici, et celui-ci, il va se retrouver ici. Le but, c'est tout simplement bien de faire sortir les assiettes de son adversaire du plateau, au fur et à mesure, justement, en poussant, en décalant, en faisant sortir, etc., etc. À la fin de la partie, une fois qu'on a joué tous nos assiettes de tapas, eh bien, on va compter les points. C'est tout simplement, si je suis le joueur croquetas, je vais compter le nombre de jetons jalapenos qui sont sortis du plateau. C'est simplement, si celui-là il est sorti du plateau, ben, ça me rapportera 4 points. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Dans la même gamme lignée que Donuts, mais un petit peu différent. Je vous avoue que ces premières parties qu'on a fait, on avait trouvé ça on n'avait pas trop accroché. Et finalement, on y a rejoué.
Et c'est plutôt pas mal en fait, c'est un petit peu stratégique sans être prise de tête. Il faut un petit peu réfléchir, de dire bah je vais prendre celui-ci pour le pousser de 2, mais lui par la suite il pourra faire ça. Donc c'est vraiment du jeu abstrait. Les illustrations sont plutôt jolies, ça c'est un petit peu engageant. Alors tapas, voilà, on joue avec des assiettes de croquetas et de jalapenos. Si tu joues à ce jeu-là pour l'apéro, en tout cas voilà, ça fait une belle mise en bouche. Donc c'est chez Funforge, c'est un jeu de Ludovic Lépine et illustré par Philippe Noura. Et donc évidemment c'est un jeu qui se joue que à 2 jours. À partir de 8 ans, les parties 10-15 minutes, assez rapide. Hop, ça je voulais le mettre là. Voilà, ça c'était tapas, on va revenir ici. Terminus, on va en parler, mais alors très rapidement, on va parler de Terminus parce que je l'ai vu bien trop tard que ce jeu sortait. C'est un gros jeu, hein, c'est pas un jeu... c'est même un jeu expert puisque c'est du 14 ans et plus ou en tout cas un bon initié pour des parties d'environ 90 à 180 minutes de 5 joueurs. J'ai pas le prix, voyons, le prix chez Ludum, 55 €. Bon, ça reste un prix assez correct et en tout cas dans cette gamme de prix. C'est un jeu qui donc sort chez Matago. Inside Up Games, c'est un jeu de EARL ou Earls Aspina. Thomas Volpe et illustré par Eduvols, voilà qu'on connaît Eduvols. Donc Terminus, c'est un jeu de construction de réseau où on va fabriquer en fait notre réseau de métro dans une ville, mais on a un plateau perso. Alors je pourrais pas exactement vous décrire plus que ça, puisque je ne me suis pas réellement renseigné, puisque je l'ai découvert qu'un peu plus tard ce jeu-là. Mais on a un plateau perso, donc j'imagine qu'on va pouvoir améliorer ce plateau perso, on va pouvoir débloquer des bonus certainement en construisant des choses sur le plateau. Suivant ce qu'on construit, on va pouvoir améliorer nos actions. Là, il y a une piste également, j'ai l'impression, avec des ressources. Alors, est-ce que c'est des placements d'ouvriers? Puisqu'on voit des jetons ici en fonction des couleurs de jetons. Est-ce que si je me mets ici, je peux faire une action qui est ici? Est-ce que je me mets là, je vais pouvoir faire une action ici, récolter des trucs pour construire? Je sais pas. Plutôt engageant en tout cas. Les illustrations, le plateau, tout ça, ça a l'air plutôt lisible, plutôt clair. Ça me... Ouais, moi je dirais pas non, ça me donne plutôt envie de jouer à ça. Et il n'y a qu'une seule photo, à part la photo de la boîte de jeu. Ouais, c'est vraiment, on va construire, on voit bien les blueprints là et le truc, la ligne de métro qui se construit petit à petit. Voilà, c'est vrai qu'on voit vraiment le blueprints avec les travaux et au final. Voilà pour Terminus, je le rajoute dans ma wishlist. Ouais, j'ai bien envie de voir, en tout cas si l'occasion m'en est donnée, de voir ce que ça donne. Donc ça c'est chez Matago et c'est sorti donc ce vendredi 21 février. Tesseract. Hop. Donc on va parler de Tesseract, c'est ce jeu qui est sorti chez Don't Panic Game. Vraiment dommage, sur Malido il n'y a pas de photo. C'est vraiment dommage. On va quand même aller regarder sur Ludum parce qu'il faut vraiment que ce jeu là, c'est vraiment... En premier lieu, ce Tesseract, c'est vraiment visuel. Vous allez bien comprendre pourquoi, puisque voilà, Tesseract, voilà ce jeu-là. C'est chacun, on va avoir un petit plateau perso. Comme ça, c'est notre laboratoire. Donc, on a chacun notre laboratoire avec une zone ici qui s'appelle donc la zone de confinement. Et au centre de la table, ce Tesseract qui est formé en fait de plusieurs dés. Sur cette espèce de petite plateforme circulaire qui va pivoter sur elle-même, elle tourne. Le but du jeu, c'est de éviter l'explosion de ce Tesseract qui
à un certain moment de la partie, il y a des événements qui se déclenchent. Bref, il faut éviter que ça se déclenche pour éviter de perdre la partie. C'est complètement coopératif. Le but, ça va être de prendre des dés qui sont ici, de les mettre dans notre laboratoire, de faire des espèces de combinaisons de couleurs, de valeurs, de suites, etc. pour pouvoir mettre les dés ici. Une fois que le plateau est entièrement rempli, c'est-à-dire qu'on a mis une valeur de 1 à 6 des 4 couleurs sur ce plateau confinement, on a remporté la partie. Donc il y a plein en fait d'actions. Vous voyez que ça c'est un plateau perso, c'est toutes les actions qui sont détaillées. Alors il y a plein d'actions, mais elles sont relativement assez simples, c'est-à-dire qu'à mon tour de jeu, eh bien je peux aller, par exemple, l'action on va dire principale du jeu, je peux aller prendre un dé, un cube dans le Tesseract. Pour pouvoir le prendre, il faut que ce dé soit disponible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait au moins 3 faces de visibles. Donc là, sur le premier tour, on va pas pouvoir prendre beaucoup de choix, on n'aura pas beaucoup de choix, on peut pouvoir prendre que les 4, un des 4 qui est dans les coins du Tesseract, puisque sur les coins il y a 3 faces de dés. Là, sur celui au centre, il n'y en a que 2. On ne peut pas. Donc, à mon tour de jeu, je vais avoir 3 actions. Donc, parmi prendre un cube disponible du Tesseract, le placer sur mon plateau. Je vais pouvoir les faire pivoter. Je vais pouvoir changer la face du dé. Il y a d'autres actions dont j'ai oublié. Mais bon, bref, principalement, on va manipuler ces cubes du Tesseract pour essayer tout simplement de les confiner, pour les mettre dans la zone de confinement et pour pouvoir gagner des points. Alors il y a chaque joueur va avoir une carte d'ingénieur, j'imagine que c'est ça, avec des pouvoirs qui va créer de la symétrie, mais c'est un jeu coop, je le rappelle. Il y a également des cartes qui vont nous permettre des actions supplémentaires ou des bonus, ou nous permettre de nous en sortir un petit peu plus pour pouvoir les jouer un petit peu plus tard dans la partie. Alors c'est pas réellement du jeu abstrait parce qu'il y a quand même un petit univers et une mécanique un petit peu plus élaborée qu'un simple jeu abstrait où je déplace mes jetons, tout simplement. Il y a vraiment des actions et des événements qui vont pouvoir découler de mes actions, où le jeu lui-même, à certains moments de la partie, suivant ce qui se passe dans le jeu, va pas nous laisser faire, il va pas se laisser faire, et il va essayer donc de nous empêcher de enlever les cubes pour les confiner. Donc il y a beaucoup de plateaux, il y a beaucoup de textes sur les plateaux perso, sur ce plateau-là, tout ça, mais au final j'ai l'impression que c'est relativement assez... En fait, j'ai l'impression que toute la règle du jeu, elle est marquée sur le plateau. Ça m'a pas l'air d'être gênant, puisque là, ça répertorie en fait toutes les actions possibles. Bah nickel, tu as tout sous les yeux, en fait, l'aide de jeu, elle est directement là. Et là, je crois que c'est des événements, quand il se passe un événement, suivant le symbole qui apparaît, parce que si jamais on vide toute une colonne du Tesseract, il y a un symbole en dessous qui va créer un événement. Donc chaque événement sont représentés par un symbole. Donc si un tel symbole qui est visible, eh bien on va déclencher tel événement. Donc j'ai l'impression que toute la règle du jeu, elle est sur le plateau de jeu, tout est lisible, tout est là. On n'a pas, je pense, besoin de revenir dans la règle du jeu. Le matériel, il est ouf, ce plateau là en 3D avec cette petite plateforme qui pivote avec tous ces dés à agencer plus ou moins aléatoirement, j'imagine, et toute cette stratégie à adopter. Donc je prends ça, je fais ci et je fais cette action qui va me permettre de faire ci, etc. Et donc là il y a une zone également suivant, je sais plus comment les dés ils arrivent ici, mais ça c'est une zone qu'il faut faire attention, qu'il faut essayer de contrôler, parce que sinon ça va créer des événements négatifs. Enfin voilà. Donc c'est plutôt engageant pour ce jeu-là. Je comprends pas pourquoi je l'avais pas déjà mis dans la wishlist. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Des parties d'environ 60 à 90 minutes. Ce que je crains un peu dans ce jeu-là, c'est un petit peu comme dans pas mal de jeux coop, c'est l'effet leader. Je crains que y ait quand même pas mal ça, c'est-à-dire qu'il y ait un joueur qui dise bah tiens, tu regardes, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bon, mais l'autre joueur qui a peut-être besoin de prendre un petit peu plus de temps, ou, tu vois, moi je pense que y a peut-être ça qui peut être un petit peu gênant.
À vous de voir si vous aimez ce genre de jeu coop et si les effets leader, vous êtes capable de les gérer en disant à ce joueur leader de fermer sa bouche et de nous laisser jouer, même si c'est un jeu coop. Voilà, donc c'est chez Don't Panic Games et Schmirk and Lauter Games. C'est un jeu de James Finharbour et illustré par Denis Freitas. Voilà Tesseract, 50€ quand même, hein, c'est quand même pas donné, mais quand on voit tout le matériel, la plateforme, ça pivote, hein, tous les cubes, hein, les dés qui sont là, il y a plein, en fait, il faut savoir qu'il y a plein de cartes, en fait, de cartes comme ça, là, des cartes qu'on va pouvoir jouer. Il y a pas mal de cartes de scientifiques également. Toutes ces cartes-là, ce sont des cartes bonus, il y a tous ces plateaux, enfin, ok, c'est peut-être un peu cher, mais il y a de quoi faire, hein, voilà, il y a 64 dés, des cartes scientifiques, des cartes recherche, des cartes confinement, des fiches labo, une fiche brèche, etc. Les aides de jeu, le plateau, les 2 supports de plateau, les 4 socles, enfin, voilà. Il y a vraiment, franchement, il y a de quoi faire. Le mode solo, je pense que si vous êtes joueur solo, je pense que celui-ci peut être vraiment assez intéressant. Dans le sens où on est vraiment dans une espèce de petit casse-tête on se retrouve avec ce Rubik's Cube en face de nous et on va devoir essayer d'enlever toutes les couleurs et toutes les valeurs de dés sans que le Tesseract soit entièrement vidé. Donc, à voir. Moi, j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu-là. Alors, on peut passer très rapidement sur Hit. L'extension Tunnel Vision, voilà, donc moi Hit, j'ai joué une partie, ça m'a pas spécialement convaincu, c'est pas ma cam, mais je sais que c'est un jeu qui fonctionne, mais alors au taquet, j'ai envie de dire, puisque sort encore une nouvelle extension, je crois que c'est la 3e extension qui sort pour Hit chez Days of Wonder. Voilà, je sais que ce jeu il a ses aficionados, chez moi ça m'a pas spécialement convaincu, je me suis pas éclaté. Bref, sachez que il y a une nouvelle extension pour Hit. Le petit booster de la cour de Versailles, on en a parlé. Une petite extension pour Synchro. Synchro, c'est le jeu chez Gregame de Thomas Favelière, si je ne me trompe pas. Exact, et illustré par Raphaël Samac. Synchro, c'est ce jeu un petit peu où on va devoir jouer des cartes pour récolter d'autres cartes de monstres. Alors je n'y ai pas joué, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais voilà, sachez qu'il y a une extension qui arrive. Et voilà, le petit truc, c'est que là on le voit pas, c'est dommage, mais sur la boîte, c'est marqué édition carte brillante. Voilà, donc si vous voulez avoir de belles cartes pour Synchro, bien voilà, vous avez cette extension qui va avoir des cartes foiled. Voilà pour ça, et c'est 9€, donc c'est vraiment un petit paquet de cartes. Voilà. Et je pense que nous avons fait le tour, puisque ensuite nous passons aux sorties de la semaine dernière. Alors évidemment, je ne vous parle pas de tout, hein. Comme je vous ai dit, il y a une réédition de Santorini, mais apparemment elle est uniquement en anglais. Ça c'est un jeu un livre-jeu pour les plus jeunes. Rivals, c'est un jeu de deck building qu'on voit de temps en temps passer sur Instagram, mais je ne me suis pas penché dessus. Mission Aldebaran, qui est un jeu un petit peu d'ambiance, c'est pareil, j'ai pas trop regardé, c'est pour ça que je vous en parle pas. La série des Battle Flip chez Labo Ludique, pardon. Donc la série des Battle Flip qui propose 3 jeux identiques mais sous 3 univers un petit peu différents. C'est un jeu enfant à partir de 6 ans. Je trouve les illustrations plutôt sympas, plutôt avenantes. Voilà, hop. Et nous avons fait le tour. Vous pouvez tenter de gagner mes sauces sur MyLudo si vous l'ajoutez à votre wishlist. Donc il est dans ma wishlist, donc je vais peut-être le gagner. Flip 7, tiens, pareil. Hop. Ah non, c'est pas un jeu concours, mais bon, bref. Voilà, on a fait le tour pour les sorties, la petite sélection des sorties de la semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des jeux qui vous font envie, si vous y avez déjà joué, si j'ai loupé quelque chose, ou si vous dites mais il n'a pas parlé
de Monopoly, pourquoi il n'a pas parlé de Monopoly, ou de Mission Aldebaran par exemple, ou de Rivals. Bah, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires si vous y avez joué, si ça vous donne envie, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Alors, eh ben c'est une bonne nouvelle, vous voyez dans les commentaires sur Twitch, parce qu'on est en direct sur Twitch. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour discuter, puisque Tony, l'Udicieux, qui vient d'arriver, nous dit « Salut, je suis passé à la boutique pour prendre mes sauces. » Ah ben non, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai lu trop vite, hein. Je suis déçu là, tu connais l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que je vois salut, je suis passé à la boutique pour prendre mes sauces et je me suis arrêté là, j'ai dit bah c'est cool Tony, il a l'Udicieux, il a mes sauces, on va pouvoir y jouer, on se voit cet après-midi. Eh bien non, j'ai pas lu la suite parce que mais il ne l'avait pas, donc ni toi ni moi pourrons l'essayer aujourd'hui. Ascenseur émotionnel, bonjour, bon bah voilà, bah ça sera pour une prochaine fois. Mais bah du coup, tu vois, Tony, l'Udicieux, ça, lui aussi, mes sauces, ça lui donne plutôt pas mal envie. Allez, donc, du non-nat, tapas, on parle de tapas, on parle de Tesseract. Ouais, c'est vrai que c'est engageant. Quand tu vois sur la table Tesseract avec toute cette espèce de cube, avec cette plateforme qui pivote, c'est vrai que c'est vraiment le mot engageant. Ça attire quand même pas mal la curiosité autour de la table, j'imagine. Mais effet leader, je pense que vraiment, c'est ça qui peut être gênant dans le jeu. À voir, hein. Après, il y a des joueurs qui ça gêne pas, il y a des joueurs qui aiment bien justement être un petit peu drivés, bref, à voir ce que ça donne. Oui, prends ce dé, fais ci, fais ça, etc. Voilà, alors on a fait le tour. Hop, je vais peut-être me remettre sur ma trombine en plus grand. Donc cette vidéo est enregistrée sur Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch le samedi matin pour parler ensemble des sorties de la semaine. Sinon, il y a également sur Twitch le lundi soir à 20h où on parle des jeux auxquels j'ai joué. Donc je vous donne mon avis. On va sur ma Ludo. On met une petite note sur les jeux auxquels j'ai joué. Sinon, le reste du temps, eh bien, c'est sur YouTube. Vous pouvez retrouver tous les replays de toutes les vidéos. Toute la semaine sur également Instagram, donc le Meeple Vert, avec tous les jours les stories de partage et de découverte, et dans la semaine les reviews de jeux de société. Je rappelle, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour voter pour votre non pas pour l'As d'Or dans la catégorie Jeu de l'année, avec Captain Flip, Odin et Forechrone, pour ne citer que dans la catégorie Jeu de l'année, mais venez sur Instagram pour voter pour votre As vert de l'année. Et c'est là que ça se passe. Vous allez pouvoir voter pour Flowers, Link City ou Stickers. Et celui qui aura le plus de suffrages au sondage Instagram remportera ce fabuleux trophée As vert 2025, fabriqué by Julien et Phoenix, qui m'avait déjà fait mon petit Meeple vert qui est ici, et qui a également déjà fait, il est où? Il l'a. Le Meeple jaune des jeux des livres. Hein. N'hésitez pas si vous voulez votre Meeple comme ça avec votre pseudo, votre prénom pour offrir, vous allez sur Instagram, vous tapez Julien Phoenix, vous connaissez déjà probablement, et vous lui demandez en message privé ce qu'il peut vous proposer. Mais oui, c'est vraiment ça, ça devrait être, tous les joueurs devraient avoir ça dans leur dotex, c'est obligé. Enfin, je veux dire, c'est super léger, c'est impression 3D. Voilà, donc il y a mon Meeple vert, il y a l'As vert 2025 qui sera remis à Cannes, puisque la semaine prochaine c'est le FIGE, c'est le Festival international des jeux de Cannes, donc il y aura la cérémonie des As d'Or, et il y aura la contre-cérémonie, non pas du tout, ça va vraiment un truc très simple, où que je vais arrêter les sondages le vendredi midi, à peu près, et je vais regarder quel jeu aura remporté le plus de votes. Et dans l'après-midi ou le samedi, je ne sais pas exactement, j'irai remettre donc ce petit trophée de l'As vert 2025 à celui qui aura remporté le plus de votes entre Link City, Flowers et Stickers. Voilà.
il y en a 2 jeux qui se font un petit peu la course. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram pour voter pour votre favori. On se retrouve lundi soir pour le débrief ludique sur Twitch à 20h, qui sera également en replay. Et je pense que vous allez avoir pas mal de jeux. Parce que cet après-midi, on va chez Ludicieux et on va passer l'après-midi, la soirée, à jouer. Donc pas mal de nouveaux jeux de découverte, donc n'hésitez pas, vous allez voir que ce lundi soir dans le débrief ludique, il va y avoir pas mal de choses à faire. Je vous le dis de suite, samedi prochain, évidemment, il n'y aura pas de vidéo de live sur les sorties de la semaine, puisque eh bien, nous serons à Cannes, évidemment. Donc probablement, j'avais dit déjà l'année dernière que je le ferais, mais on l'a pas fait, mais j'ai quand même bien envie de faire un live sur un Instagram, un petit peu comme ça, à l'arrache, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... ce sera un live Instagram, donc pas Twitch. Donc je vais poser mon téléphone, je vais lancer le live, et puis on sera peut-être 4, 5, voire jusqu'à 7, où on parlera un petit peu de notre ressenti de la journée, si on a le temps, enfin voilà. On en reparlera, n'hésitez pas à aller sur Instagram, suivre les réseaux Instagram, Twitch, YouTube, mettre un commentaire, un like, vous abonner, follow la chaîne, etc. Le blabla habituel, eh bien ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et ça me permet de continuer. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end, bonnes vacances si vous êtes en vacances, puisque c'est les vacances scolaires, c'est la pause pédagogique, etc. Ou pas. Bon courage, on se retrouve lundi pour le débrief ludique, sinon le reste de la semaine sur Instagram. A bientôt, salut, ciao, ciao, amusez-vous bien.